Allô? 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 Est-ce qu'il faut faire une musique pour commencer? Toum, La petite toune pour commencer la podcast? toum, toum, toum. Non. Bon après-midi, Vanessa. Bon après-midi. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Est-ce que tu es Merci. confortable? Oui. Est-ce que tu veux nous dire brièvement comment est-ce qu'on se connaît? Oui, on se connaît du travail, là, de l'hôpital. Je suis aussi médecin, puis je suis en formation plus vers la santé mentale, par contre. OK. Donc, on se connaît d'une garde. D'une garde, oui, Dans oui, la nuit, oui. là. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à comme 3h du matin. C'est ça. Puis on a juste parlé de... Je pense que c'est surtout moi qui t'ai écouté parler de... Ma nouvelle relation. Tes relations. À ce moment-là, Oui, c'est ça. j'ai trouvé This Guy Understands. À 3h du matin, C'est ça. dans le sous-sol de l'hôpital. Mhm. C'était excellent. Est-ce que tu veux nous raconter pourquoi est-ce que tu es ici aujourd'hui? Parce que t'avais pas le choix. Puis je suis ton amie, puis j'aurais mal pris ça si t'avais pas accepté de... Non, c'est une blague, mais je pense que c'est parce que tu es intéressé à... Dans le fond, j'ai comme un genre de constellation de problèmes que, au fil des années, j'ai réalisé qu'ils sont tous connectés ensemble, puis ils ont un peu contribué à moi, là, qui je suis. Oui. Puis j'ai aussi un petit peu d'expertise en santé mentale, donc je peux complémenter un petit peu, je peux en parler un petit peu. Ouais. Fait que c'est un peu le fun. Excellent. Puis est-ce que tu veux juste m'énumérer c'est quoi tes diagnostics qu'on va parler ce soir? OK. Dans le fond, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques ou PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. J'ai des migraines avec aura. Et plus récemment, j'ai un syndrome prémenstruel. Puis ça n'a jamais été officiellement diagnostiqué comme étant PMDD, mais je pense que c'est comme un peu pathologique, là. Ouais. Premenstrual Dysphoric Disorder, ça c'est Ouais. le nom dans le livre diagnostic, le DSM. Yay! Mais c'est ça. Donc ça, c'est mes 3 gros problèmes, là, dans le fond, que je vis Parfait. récemment. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de toi? Qui es-tu? Oui, OK. Je suis née à Montréal. J'ai grandi dans une famille libanaise. Mes parents sont des immigrants. Puis comme tout bon immigrant, ils voulaient que je sois médecin. Oui. Donc, c'est ça. On s'entend là-dessus. Ouais, on s'entend là-dessus. Donc, voilà. Donc, j'ai des parents quand même assez anxieux, mais qui ont vraiment fait leur mieux pour que j'aie les meilleures opportunités. Donc, j'ai toujours aimé la biologie et la psychologie. Puis, voilà, j'ai fini par faire un trop long parcours. J'ai 34 ans et j'ai même pas encore fini. Et bon, les gens, on pourrait dire que j'aime l'école. Mais qui suis-je en dehors de ça? Je pense que je suis une personne qui est vraiment expressive, je suis très émotive, j'ai des grosses émotions, là, comme je les exprime beaucoup. J'aime beaucoup être active pour mon bien-être, puis je sais pas, parfois je fais des blagues awkward. OK. Parfois c'est un petit peu malaisant, donc prépare-toi, préparez-vous à la maison, ou dans votre auto, ou sur le bol de toilette, je sais pas où vous êtes. Ouais, c'est ça. En train d'écouter ça. Mais en dehors du travail, c'est quoi les activités que tu fais dans ta vie? Comme pour passer le temps? Récemment, j'ai découvert la cueillette de champignons. OK. C'est rendu très populaire. Oui, c'est vrai. C'est rendu quand même populaire, j'ai l'impression, dans la pandémie, là. Mais c'est ça que j'aime vraiment faire. J'aime vraiment me sentir comme une personne vraiment comme, je sais pas, là, spéciale, avec un petit sac sur le dos. Je fais comme du trail running. Tu sais, je cours dans la forêt et je cherche des champignons en même temps. Mm-hmm. J'ai l'impression d'être comme une personne de forêt, là. T'es connecté avec la nature. Connecté à la nature. J'aime vraiment me baigner dans les lacs. Puis c'est ma façon, dans le fond, de coper avec le déménagement de Montréal à Ottawa, que j'avais pas le choix de faire pour la résidence. J'étais jadis quelqu'un de vraiment urbaine. Puis maintenant, Okay. je pense que c'est une façon de résoudre la dissonance cognitive. Est-ce que tu penses que c'est pour le mieux maintenant que tu t'es rapproché plus de la nature? L'optimisme en moi dit oui. Okay. Je pense que dans la vie, faut comme croire à nos choix. Oui. Et je crois à ce choix-là. Là. Je pense que c'est bien. Excellent.
Comment tu penses que tes amis te décriraient? Mes amis me décriraient comme étant quelqu'un de quand même assez... Je parle fort, puis parfois, je ne suis pas nécessairement les conventions sociales. Parfois, mes amis ont souvent, comme, je sais pas, je vais souvent parler d'un sujet en public qui je devrais un petit peu penser à comme qui est autour, mais j'ai pas tendance à... Genre quoi? Genre avoir du sexe en forêt? Oui, par exemple, ou tu sais, si mon ami a comme un crush sur quelqu'un, je vais parler de cette personne-là, mais genre très fort, OK. dans un café où il pourrait être, des affaires comme ça, là. OK, je comprends. Ou, ouais. En réalité, je m'en fous un peu, mais je pense qu'il faudrait que je me foute un peu plus. Mais c'est correct. mais c'est aussi parce que, dans le fond, dans ma vie, je trouve que comme... Personnellement, je trouve que rien devrait vraiment être tabou, mais avec mon travail, j'ai appris à être un peu plus modérée. Ouais. C'est ça. Avoir certaines normes là, plus, qui sont nécessaires via le cadre professionnel du travail. Ouais. OK. Fait que où est-ce que tu veux débuter ton histoire, là? Un jour, j'ai été conçue... C'est une blague, mais j'ai... Comment est-ce qu'on commence? Ta première migraine. Ouais, OK. Ma première migraine, c'était comme C'est une des expériences qui m'a beaucoup fait peur. Fait que, dans le fond, c'était cette expérience-là qui a comme fini par avoir un effet sur beaucoup de choix dans ma vie, finalement, bizarrement. Fait que ma première migraine, j'avais 17 ans. La veille, j'avais eu une dispute avec mes amis. Sur quoi? Je me rappelle pas, là, je me sentais rejetée de quelque chose. Là, j'avais comme fait le tour de Ville-Mont-Royal sur mon vélo tout seul. T'es sûr que c'était trop poilu, quelque chose? Quelque chose comme ça, là. Des affaires de, tu sais, j'aurais dû me braser les jambes. Non, mais je me sentais comme rejetée. Je pense que j'avais une soirée vraiment difficile. Puis le lendemain, c'est un petit peu comme un pattern que j'ai remarqué. C'est toujours après comme un gros stress que ça arrive. Le lendemain, j'étais au centre d'achat avec ma mère. Puis elle était en train de s'acheter des souliers. Et je l'ai regardée. Et elle parlait avec le vendeur de souliers. Puis comme, éventuellement, j'ai réalisé que j'arrivais pas à comprendre ce qu'il se disait. OK. Je savais qu'il parlait anglais. Je pouvais identifier les sons puis les syllabes, mais j'arrivais pas à comme déchiffrer ce qu'il se disait. OK. Comme les mots avaient pas de Ils avaient sens pas de dans sens ta tête. du tout. Là. Ouais, je pensais initialement que c'était comme j'arrivais pas à entendre, fait que je me suis comme rapprochée, puis il parlait assez fort, je comprenais pas. J'ai commencé à avoir peur, évidemment. C'est pas normal, c'est ma première fois que ça m'arrive. Puis j'ai aussi remarqué que ma vue était comme anormale. Je voyais genre des étincelles qui obscurcissaient une partie de ma vue. Puis ça, c'était vraiment comme... Ça m'a fait... Tu sais, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se passe, là. C'est pas normal. Ouais. Puis j'ai commencé à essayer de parler à ma mère, lui dire comme... Something's wrong, tu sais, quelque chose qui va pas. Ouais. Je ne comprends plus qu'est-ce que tu dis. C'est ça. Puis j'essayais de lui demander qu'on aille à l'hôpital parce que je pensais que j'étais en train de faire un AVC ou un accident cérébrovasculaire ou un stroke. Je me rappelais pas du mot hôpital. Donc, je cherchais mes mots. Ça, c'était bizarre pour moi. Puis finalement, j'essayais d'écrire dans le fond ce que je ressentais. Puis en plus de tout ça, je commençais à ressentir que comme mes bras ne m'appartenaient plus. Donc, un sens de détachement des parties de mon corps. Ouais. Et de l'engourdissement dans les doigts et dans les lèvres. Et au bout du nez aussi. J'avais tout ça en même temps. Ça, c'était vraiment bizarre. Puis finalement, elle m'a amenée voir mon pédiatre. Je voyais encore... Ben oui, okay, j'avais 17 ans, c'est normal. Mon pédiatre m'a fait comme un petit examen physique, puis il m'a dit c'est psychosomatique. Puis il m'a juste comme renvoyé. Ça veut dire quoi, psychosomatique? Je savais pas à ce moment-là. Okay. Donc, je savais aucunement. Mais comme... ça. Il m'a juste dit que c'est... genre, maintenant, comme quasiment 20 ans plus tard, je peux dire que c'est un syndrome ou une collection de symptômes produit par une expérience émotionnelle ou cognitive généralement difficile. Là. Ouais. Donc, par exemple, quelqu'un qui a comme de l'anxiété très, 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 très forte peut comme avoir, genre, mettons,
des gaz puis la diarrhée. Ben ça, c'est comme un problème gastro-intestinal psychosomatique. C'est des vrais symptômes causés par un problème psychique. Le classique, c'est comme des enfants qui sont stressés d'aller à l'école puis là, ils ont mal au ventre. Ouais. Ben, en fait, le classique, c'est l'hystérie de Freud. Ça, c'est le classique. Le classique acceptable en 2024. OK, oui, c'est ça. Quand je dis hystérie, je parle de quelque chose de très vieux historique. Là, on n'utilise plus ce terme-là. C'est comme la perte de connaissance. Non, on n'utilise plus ce terme-là. Psychosomatique. OK. Mais en bref, t'as 17 ans, puis ton pédiatre te dit de façon très professionnelle, c'est dans ta tête. Oui, mais je savais même pas ce que ça voulait dire. Fait que finalement, on est parti, mais ça s'améliorait pas. Fait que j'ai comme... Ben, j'ai comme demandé qu'elle m'amène à l'hôpital. Elle m'a amenée à l'hôpital Sainte-Justine. On a attendu pendant je sais pas combien de temps parce que ma perception du temps était comme altérée. Elle m'a amenée dans la chambre. À ce moment-là, j'avais commencé à avoir beaucoup de nausées. Puis l'urgento est venu me parler puis il m'a demandé on était quel jour. Puis je me rappelle avoir dit qu'on était mardi. Mais on était mercredi finalement. Il n'était pas mardi. Puis il m'a demandé, tu vas à quelle école? J'ai nommé mon école. Il m'a dit, t'es en quelle année? J'ai répété le nom de mon école. Puis finalement, dans le fond, j'arrivais toujours pas à bien comprendre ce qu'il me disait. Je pense qu'il est parti, il a comme testé mon sang, il est revenu. Puis il m'a dit, tu sais, c'est une attaque de panique, tu devrais voir un psychologue. Fait que, OK, fine. D'accord. C'est d'accord. Le diagnostic est posé, ouais. Je suis rentrée à la maison, j'avais de la misère à écrire ce soir-là. Mon écriture était vraiment plus comme vraiment des gribouilles que d'habitude, mais c'était un événement quand même assez traumatique, là. Ma famille sont tous venus à l'hôpital, puis c'est ça. Fait que, mais ce que j'en ai sorti de cette expérience-là, c'est que j'ai eu une attaque de panique. Oui. Qui a duré genre 8 heures. Oui. Ce qui, en rétrospective, tu sais, si tu penses comme t'as vécu une grosse chicane avec des amis, est-ce que ça aurait pu être possible? Absolument. Oui. C'est ça. Mais là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait en sorte qu'en rétrospective, c'était probablement pas une attaque de panique? Ouais. Fait que c'était comme quand même un long parcours. Puis en fait, c'est seulement 10 ans plus tard que j'ai appris que c'était finalement une migraine. Mais avant d'arriver là, il y a plein d'autres choses qui se sont passées. Fait que j'ai eu une autre migraine comme ça, à un autre moment, l'été d'après. Puis ça, c'est correct. À ce moment-là, OK, attaque de panique, whatever. Puis là, quelques années plus tard, je commence la pilule contraceptive. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à avoir 2 gros problèmes. Le premier, c'est que j'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup plus que d'habitude. Je suis quand même une personne à caractère, en tempérament anxieux depuis la naissance, mais ça s'est vraiment, vraiment exacerbé. Et j'ai commencé à avoir ce que je pensais était à l'époque des attaques de panique plusieurs fois par semaine, mais c'était comme des mini-migraines ou des auras de migraines plusieurs fois par semaine. Qu'est-ce que je peux demander? Pourquoi tu as commencé la pilule? J'étais en couple avec un homme. Fait que c'était pour l'effet contraceptif, là. Oui, c'est ça, pour l'effet contraceptif. Mais avant ça, tu n'avais jamais besoin non, jamais. de penser à la contraception. Non, c'est ça. En termes de PCOS, mes menstruations étaient quand même irrégulières, mais je me disais, éventuellement, ça va se replacer, on s'en fout. C'est normal, ouais. J'étais pas le genre à avoir peur de ça. OK. Fait que là, à 17 ans, t'as ta première... grosse migraine. Migraine, entre guillemets, attaque de panique à l'époque. Après ça, quelques années plus tard, tu commences la pilule pour la contraception. Absolument. Là, tu remarques que ton anxiété augmente tout le temps et en plus, tu as plus d'épisodes que d'habitude. Oui, c'est ça. Des épisodes que je me disais, OK, ça, c'est vraiment des attaques de panique. Ouais. Fait que, puis c'est des épisodes, quand ça arrive, c'est toujours anxiogène. J'arrive plus... Finalement, à ce moment-là, ce que je vivais régulièrement, c'était que j'arrivais plus à voir ni à lire. Un autre symptôme de mes migraines. Ouais, je sais. Un autre symptôme de mes migraines, je sais pas c'est quoi le terme en neurologie, mais c'est quand je lis une page, j'arrive à identifier puis à voir les lettres individuelles, mais j'arrive pas à les grouper pour faire un mot. Il y a un mot, il y a un terme neurologique pour ça. Ça fait partie de la lexie, là. C'est une type, exactement. Ouais. Puis, mais j'avais le même problème en regardant des visages aussi. Mettons, si je regardais ton visage, je voyais comme les parties individuelles, mais j'arrivais pas à les synthétiser ensemble pour faire un visage. Donc, j'avais de la misère. Prosopagnosie. Une type, c'est ça. Quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment... donc, ça arrivait dans le monde verbal. J'avais ce qu'on appelle l'aphasie. Puis la difficulté avec la vue.
Puis j'avais aussi toujours l'impression que mes bras ne m'appartenaient pas. Ça, c'est vraiment bizarre comme sensation. Fait que je me disais, OK, c'est intéressant comme symptôme de panique, mais je questionnais pas trop ça. Puis ça durait toujours plusieurs heures. Oui. Ce qui est bizarre. Puis ça arrivait comme vraiment souvent, genre ça m'arrivait au travail. Mais est-ce que tu avais mal? Parce que là, on va en parler là, des critères de migraine. Oui, je sais. Ça m'a pris du temps de réaliser que j'avais généralement un petit peu de douleur à la tête. OK. Mais c'était pas ça qui était comme prédominant d'emblée comme premier symptôme. Exactement. C'était pas la douleur, mais c'était plus les symptômes neurologiques. Symptômes. OK, je comprends. C'est ça. Donc, mettons, ça m'arrivait au travail. Par exemple, je travaillais dans un magasin de caméras. Puis, je commençais à avoir mon aura, ou I guess à ce moment-là, ce que je pensais des symptômes de panique. Ce que je faisais, c'est que j'avais appris à aller m'asseoir comme dans un lieu silencieux pour faire la méditation. Puis j'avais trouvé que comme peut-être 50% du temps, la méditation m'aidait. Je prenais aucun médicament. Je me disais comme, OK, c'est de l'anxiété, I have to get over it, il faut que je continue à travailler. Puis souvent, je me poussais à essayer de travailler si je pouvais. Ouais. Puis, fait que c'est ça, là, je vivais ça vraiment souvent. Puis c'était tellement fréquent, j'ai commencé à développer une peur de ces symptômes-là. Puis j'avais vraiment souvent la nausée, probablement liée aux symptômes de migraine et l'anxiété. Donc, j'ai perdu comme 20 livres. J'ai commencé à avoir de l'anxiété par rapport à mon anxiété, ce qui est très classique dans le trouble d'anxiété généralisée. Puis à un moment donné, c'était quand j'étais sur une plage avec mon ex que j'avais tellement d'anxiété. Il me disait, OK, Vanessa, c'est pas normal. Genre, je pense que tu devrais faire de la thérapie. Que j'ai enfin décidé de faire de la thérapie. OK. Fait qu'à 17 ans, quand on t'avait dit santé de panique, tu devrais aller voir un thérapeute, un psychologue, à l'époque, tu l'avais pas fait ou ça avait... Qu'est-ce qui s'était passé avec ça? J'essaie de me rappeler. Je pense que je percevais pas vraiment de l'anxiété de façon consciente. Ça arrivait comme une fois par année. Fait que, ça arrivait tellement rarement, je me disais comme ça va être correct. Mais puis je pense aussi à ce moment-là, j'avais pas la capacité à identifier mon anxiété. Je pense que il était toujours comme là, dans ma façon de réfléchir, ma façon d'être, puis d'appréhender le monde, mais pas de façon consciente. Exactement. J'avais pas vraiment le awareness. Ouais. Puis... Donc, j'ai jamais vraiment vu un psy. Ouais. Puis là, t'as quel âge quand ton ex-copain te dit comme là, c'est pas normal, va consulter? 20 ans. OK. Peut-être qu'est-ce qui se passe 21. Fait qu'à 21 ans, je suis allée à la clinique dans mon université, là, puis fait que j'ai vu un psychologue en CBT. Donc, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce que je peux en parler un petit peu? Je peux expliquer c'est quoi? Oui. Dans le fond, c'est une thérapie qui est née du mouvement de behaviorisme et qui a surgi dans les années 70. C'est un petit peu comme une réaction aux psychodynamiques. Puis, dans le fond, c'est un type de thérapie qui est limité dans le temps. Généralement, c'est entre 12 et 18 sessions. C'est focusé sur le ici et le maintenant, plutôt que dans le passé, les traumas passés. Puis, dans le fond, le prémisse du CBT, c'est que les pensées, les comportements et les émotions sont toutes connectées ensemble. Tous les trois s'affectent d'un moment à l'autre. Puis, comme des expériences négatives dans une des trois sphères va vraiment comme faire une cascade pour affecter les autres. Puis la thérapie, dans le fond, focus sur comment est-ce qu'on peut changer les comportements pour améliorer ce cycle-là, puis améliorer finalement l'anxiété ou la dépression. Dans le fond, c'est les deux conditions pour lesquelles il y a le plus d'évidence pour ce type de thérapie. Tu as un exemple simple, je sais pas, là, n'importe quoi, mais comme une espèce de comme distorsion cognitive qu'on va corriger ou comme le comportement qu'on va travailler pour affecter les deux autres. Exactement. Oui, j'en ai une. Donc, admettons que quelqu'un se fait inviter à un party, fait qu'il va à un party. Puis, ben là, en rentrant dans le party, ils se disent, ben là, personne va vouloir me parler, là. Il y a personne qui va être intéressé à moi. Fait que je vais me faire rejeter. Fait que la personne rentre dans le party, puis parle à personne. Il reste dans le coin, comme, tu sais, regarde le mur, whatever, qui boit leur bière. Puis là, finalement, personne leur parle, puis ils quittent. Puis ils se disent, ben regarde, de fait, j'ai remarqué que
Personne m'a parlé, donc c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je vais plus jamais aller au party. Alors que s'ils étaient rentrés avec une perspective un peu plus positive ou réaliste, pas nécessairement positive, mais juste réaliste, en se disant, oui, c'est possible que je me fasse rejeter si je parle aux gens, mais si je parle pas aux gens, si j'essaye pas, ben, je vais certainement pas avoir de contact, donc je vais essayer. T'sais, s'ils avaient essayé d'approcher les gens, de sourire, ben, ça se peut qu'il y ait une expérience totalement différente, puis une conclusion totalement différente du party, puis qu'ils retournent à des parties dans le futur. Fait que dans le fond, c'est d'essayer de modifier ces distorsions cognitives, comme par exemple avoir une pensée négative, une perception de soi-même et des autres. Oui. Wow, intéressant. Oui. Fait que là, toi, t'as 21 ans, tu débordes d'anxiété. Ouais. On se croirait dans Inside Out 2. Est-ce que tu l'as vu ou pas encore? Non, pas encore. Est-ce que c'est bon? C'est tellement bon. Est-ce que je vais pleurer? Oui. Ah, c'est bon. Mais je pense que je t'ai appelé à un moment donné. C'est pas toi que j'ai appelé puis j'ai dit que j'ai pleuré pendant le film. Oh non! Non, tu m'as pas dit ça. Non, mais je vais... Mais ouais, c'est ça. Je vais voir. On va voir si je vais pleurer sur mon antidépresseur. Ça réduit mes pleurs. Anyways, on en arrive à... We're gonna get there. C'est vraiment, vraiment bon. Mais OK, fait que là, 21 ans, tu commences la thérapie cognitivo-comportementale parce que tu débordes d'anxiété. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, OK. Fait que le TCC, fait que ça c'est CBT for short, c'est... Dans le fond, c'est une expérience qui... je vais commencer par dire que mon thérapeute était vraiment, vraiment excellent, dans le sens que il était vraiment comme pas passé. Ah oui, c'est ça qui s'est passé. OK, c'est pas vrai. À 17 ans, oui, je suis allée voir une thérapeute, mais j'ai vraiment pas aimé mon expérience parce qu'elle était extrêmement passive. Je pense qu'elle était comme... Elle faisait son doctorat en psychologie ou en counseling. OK. Puis elle faisait genre du reflet, c'est tout. Puis nous, exactement. Nos interactions, c'était comme, oh, j'ai vraiment de la misère avec ma mère. Puis elle était comme, oh, c'est vraiment difficile. Puis c'est juste ça l'interaction. Fait que j'avais l'impression que je recevais juste de la pitié alors que je voulais comme des solutions, travailler. Puis fait que ce nouveau thérapeute-là, il était vraiment comme, il me faisait jamais pitié, là. Genre, il était toujours comme, OK, qu'est-ce que tu peux faire? Genre, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'il était vraiment actif. Puis en fait, il y avait vraiment ton énergie. Quand j'y pense, il y avait comme une énergie comme assez présente. Puis la conversation, c'était vraiment comme 50-50. Parce que dans ce type de thérapie-là, le thérapeute est très actif. Ils vont pas comme s'asseoir, puis t'écouter en silence, puis rien dire. Ouais. Fait que c'est ça. Cette thérapie-là, j'ai appris en premier qu'il fallait que j'accepte que j'allais pas me délaisser de mon anxiété. Ça, c'était comme mon wish number one. C'était que je voulais arrêter d'être anxieuse. Il m'a dit, tu vas pas arrêter d'être anxieuse, tu vas simplement apprendre à mieux le tolérer. Fait que ça, c'était comme une grosse pilule à avaler. Ouais. C'est un colocataire qui va être là toute ta vie. Exactement. Ouais. Toujours. Fait que l'idée, dans le fond, c'était le rendre plus tolérable, moins menaçant. C'est ça qu'on a fait avec des exercices. On a fait beaucoup de pleine conscience, de méditation pleine conscience. Puis ça, ben, je peux le décrire rapidement. C'est quoi? Dans le fond, c'était... la pleine conscience, ça vient de la philosophie, comme beaucoup de philosophies de l'Est. Puis, dans le fond, c'est l'observation et la conscience de nos émotions, nos sensations et nos pensées dans le non-jugement, puis la non-réaction. Puis ça, c'est la deuxième partie qui est la plus difficile pour les gens. Fait que dans le fond, c'est ça que puis justement, j'avais de la misère à ne pas juger mon expérience, donc c'était extrêmement difficile pour moi. Fait que je me suis beaucoup pratiquée en thérapie, puis c'est toujours resté difficile. Mais finalement, avec les exercices qu'on a faits, ça m'a énormément aidée. Mais en fait, je pense que l'apprentissage le plus de valeur que j'ai pris du CBT, c'était que je pouvais changer. J'étais capable de changer mon expérience. J'étais capable de changer mon esprit, là, my mind. Il n'y a pas vraiment un bon mot en français pour mind. Bref. Puis... Ton être. Ça, c'est my being. Ouais, j'avoue. Puis j'étais capable d'avoir un effet sur mon expérience. T'es comme juste l'autorité en français. Tant qu'on n'a pas trouvé le mot. Je suis l'autorité. J'aime pas ça. Tant que j'ai pas trouvé le mot que moi je voulais. J'aime pas. C'est un problème. On n'a pas le mot pour mind en français. Ça n'existe pas. C'est comme esprit, spirit. Tu sais, ça marche pas. On a différentes langues, vont pas avoir tous les mêmes mots. Ça fait la richesse des langues. Non, c'est une lacune, Diego. Accepte, c'est une lacune du français. Le français devrait catch up. Et ton névrotisme qui à ressort. l'anglais. C'est vrai, tout à fait, exactement.
Donc, c'est ça. Fait que je me rappelle même pas où j'en étais. Là, tu disais que tu as appris que tu pouvais changer ta conscience. Je pouvais changer ma conscience et c'était possible, dans le fond, de changer sa conscience si on essayait puis si on se pratiquait. Ça a vraiment comme unlock chez moi un sentiment de pouvoir que j'avais pas pensé avoir. Ouais. Je dis le mot pouvoir comme si j'étais un génie ou Non, mais un sens d'autodétermination. Exactement, autodétermination. En anglais, Empowerment. c'est puis self-determination. Ouais. Self-efficacy. Je sais pas c'est quoi en français, mais dans le fond, c'est un terme défini par des psychologues. Ça vient je pense, de la psychologie positive. Puis c'est l'impression qu'on peut avoir un effet sur notre vie. Ouais. C'est très important pour le bien-être. Ouais. Regardez sur Wikipédia. Il y a un article, j'adore ça, self-efficacy, c'est comme ça nous donne même self-efficacy juste à le lire. Anyway, ça m'a vraiment aidé. Puis moi, j'ai grandi dans une maison où j'avais vraiment comme pas l'impression d'être en contrôle de ma vie. Partiellement parce que j'ai des parents très anxieux qui voulaient vraiment que je fasse bien, fait qu'ils me laissaient pas vraiment faire des erreurs. T'as un exemple, une anecdote dans ton enfance qui décrit un peu cette espèce d'attitude-là un peu autoritaire? Fait que tu sais... Oui. Comme autoritaire, fait que toi, ça a rendu difficile comme jeune personne qui se développe de nourrir ton sentiment d'autodétermination parce que tu t'es dit, il y a juste quelqu'un de supérieur à moi qui va me dire quoi faire et c'est tout. Oui, ben c'était vraiment dans tous les petits choix que j'avais dans ma vie ou que j'avais pas. Très simplement, par exemple, comment m'habiller. J'ai jamais pu vraiment choisir comment m'habiller quand j'étais jeune, puis en fait, ça a continué. J'ai toujours reçu des commentaires sur comment je m'habille, même dans la vingtaine. Là. Comme fallait que je dise à mes parents, OK, c'est beau, comme arrêter de commenter pour qu'ils arrêtent, mais je pense que même aujourd'hui, là, ils vont commenter. Fait que comment m'habiller, fait que ça, c'est juste très simple. Mais il y a aussi... Ils me laissaient pas vraiment faire des erreurs. Okay. Comme si, par exemple, mettons, j'avais un examen, j'avais pas comme le droit de ne pas étudier pour mon examen. Parce que j'avais pas vraiment le droit de ne pas bien faire. Il fallait que j'aie un succès. Mais dans le fond, les Libanais, c'est une généralisation que je vais faire, donc je suis pas experte dans la culture, mais beaucoup de Libanais, je trouve, ils perçoivent leur enfant comme étant une extension d'eux. Donc, pas nécessairement un individu à part entière. Ça, c'est comme plus individualiste dans la mentalité western. Mais je pense que mes parents, puis leurs parents, dans le fond, ils voient leurs enfants comme faisant vraiment partie d'eux. Et c'est pour ça qu'ils vont vraiment tout donner à leur enfant. Il y a vraiment comme pas vraiment de frontière entre l'enfant et le parent. Mais donc, d'un côté, c'est bien parce que les parents vont faire comme un sacrifice total de soi pour l'enfant. Mais il y a aussi comme toujours un catch, tu sais. C'est comme un petit peu une condition. C'est comme, regarde, on va tout te donner, on va tout sacrifier de nos vies à condition que tu réussisses. Il faut que tu réussisses, il faut que tu fasses les bons choix, entre guillemets. Qui sont les choix qu'on te dit de faire. Exactement. Donc, c'est comme un peu culturel, puis il y a des raisons peut-être bénéfiques, culturelles à ce genre de comportement-là dans certaines cultures, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment lourd. Oui, parce que c'est ça que développer un sentiment d'autonomie dans ce genre de dynamique-là est quand même très difficile. Ouais. Dire comme, je suis une personne à part entière, lorsque je quitte le nid familial et je dois prendre des décisions pour moi-même, je peux le faire. Oui. Et je suis à l'aise à le faire parce que j'ai déjà pu l'exercer en tant que jeune adolescent. Mais toi, t'as comme jamais eu ça, vraiment. Non, exactement. Probablement que c'était comme un clash. T'sais. Après ça, quand t'es arrivé dans l'âge adulte, t'étais comme « Oh my God, je suis perdu dans la vie. Qu'est-ce que je fais? » Effectivement. Puis je pense que c'est l'expérience de beaucoup d'enfants d'immigrants qui grandissent. Puis malheureusement, ils ont comme... Heureusement ou malheureusement, ils ont comme internalisé un petit peu leurs parents qui leur dit quoi faire et où ils appellent carrément leurs parents pour leurs conseils, où ils ont l'impression, ils ont comme toujours une certaine culpabilité à l'égard de leurs parents, comme quoi ils doivent faire des choix pour leur faire plaisir. Puis dans le fond, c'est un cycle qui se maintient, puis ça se perpétue. Puis si on revient à ton expérience avec la thérapie cognitivo-comportementale, tu parlais un peu comme des impacts que ça a eu sur toi sur le moment. C'est quoi les impacts que ça a eu sur toi plus à long terme ou de façon plus définitive? Ouais. Ça a vraiment transformé ma perspective sur la vie.
j'avais réalisé, dans le fond, que le cerveau, l'esprit est malléable. Puis à ce moment-là, j'étais aussi en train de suivre des cours de neurosciences. J'apprenais sur l'effet placebo, j'apprenais sur l'hypnose, des concepts dans le fond où l'idée sous-tendance, c'est que avec l'esprit, with the mind, on peut faire beaucoup de choses à l'expérience humaine. Je travaillais aussi, j'étudiais beaucoup la douleur. Je trouve ça super intéressant à quel point le niveau de douleur peut être modulé par notre état d'esprit. Comme une vraie douleur, là, une blessure, ben, la douleur peut réduire si on fait une tâche qu'on aime ou si on fait une activité qu'on aime. Fait que ça, je trouvais ça vraiment fascinant. Puis j'avais réalisé, dans le fond, comme j'ai beaucoup de capacités à l'intérieur de moi. Je pense que je peux faire tout ce que je peux, like anything I put my mind to. Fait que ça m'a comme réveillée un peu. J'ai beaucoup aimé ça. C'était nécessaire d'avoir cette expérience, cette réalisation-là. Puis au moment que j'ai fini la thérapie, plusieurs choses se sont passées. Je suis sortie d'une relation romantique où il y avait une codépendance malsaine. J'ai arrêté de prendre la pilule parce que j'avais plus besoin de contraception là, à ce moment-là. Et je suis partie en Australie en échange. Puis et j'ai fini la thérapie en même temps. Fait que tous ces changements-là dans ma vie, j'ai totalement changé. Ouais. Mon anxiété a comme tellement baissé. Je me sentais vraiment comme en contrôle de moi-même. Puis j'ai gagné beaucoup de poids parce que j'avais commencé à vraiment mal manger en Australie. Pas mal manger, là, mais j'ai mangé comme beaucoup de glucides. Puis j'avais plus d'anxiété, alors j'avais plus ce frein-là. T'es allée en Australie pourquoi? Ah, pour une échange étudiante. OK, dans ton cours de neuropsy? Neurosciences. Neurosciences, c'est OK, c'est ça. Cool. Ouais, c'était vraiment le fun. Pendant une session? Oui, c'était comme 6 mois. Okay. C'est vraiment genre un gros privilège que j'ai eu là. Mes parents m'ont aidé avec ça. J'avais sauvé aussi de l'argent, mais j'étais très contente d'aller loin pendant 6 mois. J'avais besoin d'aller quelque part d'autre. Là, j'avais besoin de me prouver, dans le fond, que j'étais capable de prendre soin de moi, que je suis capable de me faire à manger, de me trouver un appartement. Ouais. Okay. C'est ça, c'était comme un boost de confiance. Puis là, en Australie, tu dis, ton humeur, ça allait beaucoup mieux. Oui, ça a totalement changé. Je suis devenue vraiment, vraiment moins anxieuse, beaucoup plus sociale. J'ai gagné plein de poids. J'avais gagné comme tout le poids que j'avais perdu et plus. Ce qui est correct. J'avais aussi eu une augmentation comme très intense de ma libido, que je trouvais comme un peu anormal à ce moment-là, parce que c'était comme la première fois que ça m'arrive. Fait que je me disais, OK, c'est correct. Mais, on en profite. Oui, jusqu'à un certain point. Mais là, j'ai pas eu mes règles pendant 11 mois. OK. Donc, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui est pas normal. OK. C'est... Parce qu'avant ça, tes règles étaient déjà comme irrégulières. Ou quand tu étais sur la pilule, est-ce que tu la prenais de façon continue ou tu la prenais 3 semaines, 1 semaine? 3 semaines, 1 semaine. Puis là, tu avais des règles à chaque mois. C'est ça. OK. Pendant la pilule. Puis là, plus de copains, plus besoin de contraception, on arrête, plein de changements. Tout à fait. Puis là, après ça, tu prends du poids, t'es sexuel. Puis là, OK, pendant 11 mois... Oui, exactement, c'est ça. Pendant 11 mois... pas de menstruation, puis j'étais pas enceinte, là. Ouais. C'est quoi qui se passe dans ta tête à ce moment-là? J'avais pas trop peur, là. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai l'impression que mes amis ont toujours eu peur de grossesse. Puis moi, j'avais toujours utilisé des condoms. Fait que je me disais comme, je peux pas être enceinte. I guess c'est possible. Mais je me sentais quand même bien dans ma peau, malgré le surpoids. Puis je suis allée voir un gynéco qui m'a dit... Si tu n'as pas tes règles assez souvent, tu peux avoir un cancer de l'endomètre. Fait qu'il m'a dit, il faut que tu prennes une pilule contraceptive. Fait qu'il m'a commencé sur une pilule qui s'appelle Diane 35. Puis c'est une pilule qui a été enlevée du marché maintenant parce que je pense que il y avait comme un risque accru de caillots sanguins relatif aux autres pilules. Et j'ai pris pendant 1 mois. Je comprenais toujours pas exactement pourquoi j'en avais besoin. Parce qu'il t'a pas donné de diagnostic, ce gynéco-là. Il t'a juste dit comme 11 mois sans menstruation, c'est pas normal. Exactement, c'est Danger. C'est ça. Danger, prends ma pilule. Tout à fait. Puis je me disais, OK, fine, je vais prendre la pilule. Je ne veux pas avoir un cancer. Exactement. Je me dis que fine, sure, je vais faire ça. Puis ça m'a vraiment comme replongé dans l'état d'anxiété que j'avais.
avant d'avoir arrêté la Ok. pilule. Puis ça m'a comme fait réaliser à quel point, T'as comme fait une association. à ce moment-là, j'ai fait de l'association avec mon anxiété à l'âge de 21 ans, puis la pilule. Fait que j'ai réalisé dans le fond que quand j'avais arrêté la pilule et ma thérapie, j'avais pensé que c'était juste la thérapie qui m'avait aidée, mais dans le Qui avait fond, changé ta vie, ouais. la pilule avait vraiment, vraiment changé comme mon humeur puis mon anxiété. Le fait d'arrêter la pilule, ça avait contribué beaucoup Énormément. à augmenter ton humeur et à aider ton anxiété, ouais. C'est ça. Fait que là, tu prends Diane 35 pendant un mois. Après ça, tu décides de l'arrêter toi-même ou Je suis comme, allée qu'est-ce qui se passe? voir un endocrinologue qui était expert. Est-ce que t'es encore en PCOS. Australie à ce moment-là? Non, j'étais à Montréal. Ok, puis là, t'es revenu. Exactement. Après, ça faisait 11 mois. C'est ça, fait que ça faisait 11 mois, t'étais C'est revenu ça. de ton 6 mois. Je suis allée voir l'endocrinologue. Puis là, qu'est-ce qui se passe? J'étais très émotive durant la rencontre. Je lui disais, je comprends pas ce qui se passe, j'arrive pas à tolérer cette pilule-là. Puis là, il savait que je voulais rentrer en médecine. Donc, il m'a comme tout décrit un diagramme qui parle des interactions entre les systèmes hormonaux pour le PCOS, pour m'expliquer. Fait que ça m'a vraiment comme aidé. Dans le fond, il m'a pris... on a fait des prises de sang, puis on a vu que ma testostérone, dans mes androgènes, était trop élevée. Mon estrogène aussi était comme un peu trop élevé pour la normale. Et quoi d'autre? Fait que c'est ça, les tests hormonaux. Dans le fond, il m'avait expliqué que parce que j'avais fait un surpoids, j'avais comme, dans le fond, le gras, dans le fond, corporel avait un effet sur mon insuline. J'avais développé comme une genre de résistance à l'insuline, puis il y a une interaction, dans le fond, avec les systèmes d'hormones sexuelles. Puis ça avait fait comme une augmentation de ma testostérone, ce qui inhibe l'ovulation, ce qui fait que j'aurais pas des menstruations. C'est comme un peu compliqué comme explication. Ouais. Puis dans le fond, ce qui m'a fait comprendre, c'était que le PCOS, c'est génétiquement très, très commun dans certaines cultures, dont les cultures arabes, les Indiens, dont je fais partie, et que tant que je garde mon poids dans un poids un peu plus santé, ça devrait pas vraiment causer trop de problèmes. Les symptômes dus au testostérone, dont le poil excessif, la perte de poils sur la tête. Moi, j'avais pas ça, heureusement. L'augmentation de la libido, ça arrive, et l'acné, ça arrive généralement avec la testostérone qui augmente. Ça arrive seulement s'il y a un surpoids. Faut que la personne, ou si la personne est dans un état de résistance à l'insuline excessive. Puis moi, je l'étais à ce moment-là. Il m'a juste conseillé, dans le fond, d'essayer de comme, améliorer mon alimentation puis mon exercice pour de perdre du poids. Et autre chose d'intéressant, c'est que j'étais tellement émotive dans cette rencontre-là, j'étais tellement comme affectée par la Diane et par l'information qu'on me donnait, que j'avais pleuré dans la rencontre, il y avait comme un élément de soulagement. Puis là, il m'a dit, tiens, tu peux-tu remplir ce questionnaire-là? Fait que j'ai rempli un questionnaire, puis après ça, il l'a regardé rapidement, il m'a dit, c'est ce que je pensais. Puis là, il m'a comme proposé de l'acide valproïque. OK. En passant. Fait que l'acide valproïque, c'est un stabilisateur de l'humeur, souvent utilisé pour la maladie bipolaire, mais aussi donné pour des convulsions et pour essayer de stabiliser l'humeur parfois chez certains autres types de patients. Fait qu'il m'a comme proposé ça. Puis il m'a aussi dit, en passant, si j'étais toi, je pense que je reconsidérerais la médecine parce que je pense qu'il faut que tu sois un peu plus émotivement stable pour faire la médecine. Ouais. C'est ça. Oh my God. Oui, c'est ça qu'il m'a dit. Je me sentais tellement insultée. Illégal. Prison. Ouais, non, mais c'était pas gentil. Criminel, puis je lui ai dit, regarde, je vais arrêter la pilule, là. On va voir comment je me sens, Colin. Laisse-moi vérifier. Fait que finalement, j'ai arrêté la pilule. Puis ça a aidé, là. Ouais. Puis j'ai fini par comme perdre le poids. Oui. Puis par ailleurs, après être rentrée en médecine, des années plus tard, j'ai retrouvé cet endocrinologue qui nous avait donné un cours, puis j'ai envoyé un courriel pour lui dire, regarde, look where I ended up. Ouais. Nice. Ouais. Très bien fait. J'étais vraiment fière de moi. Très bien fait. Est-ce que tu veux que je t'explique c'est quoi le syndrome des ovaires polykystiques de comme mon point de vue en tant que humble médecin généraliste? Non, absolument pas. Fait que le syndrome des ovaires polykystiques, on va commencer juste par dire... C'est important de dire que c'est un syndrome. Puis un syndrome en médecine, c'est
quand on retrouve une constellation de caractéristiques qu'on n'a pas encore de source étiologique ou de diagnostic précis, on met ça sous un terme parapluie qu'on appelle syndrome. Fait qu'un peu comme, par exemple, avant, il y avait des enfants qui naissaient avec des caractéristiques faciales particulières. On a appelé ça un syndrome de Down. Puis éventuellement, on a eu la technologie pour découvrir que c'était juste un chromosome en excès. Puis là, maintenant, on appelle ça une trisomie 21 parce qu'on sait que c'est cette étiologie-là qui cause cette maladie-là. Donc, on n'a plus besoin d'appeler ça un syndrome. Mais on le fait toujours. Mais on fait toujours. Down syndrome. Historiquement. Mais tout ça pour dire que le syndrome des ovaires polykystiques, c'est probablement plusieurs maladies. C'est un ensemble de maladies avec des composantes qui se chevauchent, puis qui ont beaucoup de choses en commun, qui ont beaucoup de phénotypes ou d'apparence ou de comme groupe de personnes, mais probablement que dans 20, 30, 40, 50 ans, si on prend tous les patients qu'on a aujourd'hui, qu'on étiquette de SOPK, probablement que dans 40 ans, on va avoir plus... Ça se peut qu'on ait différents diagnostics plus précis pour ces 5 patientes-là, parce que comme on comprenait juste pas assez bien la maladie aujourd'hui. Bref. Donc, ceci étant dit, on a des critères diagnostiques, ça s'appelle les critères de Rotterdam, qui ont été établis en 2003, qui disent qu'il faut avoir 2 de 3 critères. Le premier critère, c'est il faut avoir de l'oligo-aménorrhée. Donc, oligo, ça veut dire peu fréquent. Aménorrhée, ça veut dire pas de menstruation. Fait en bref, c'est des personnes qui vont soit pas menstruer ou qui vont menstruer tout croche, de façon très prolongée / irrégulière. Et souvent, ça vient avec des problèmes de fertilité. Donc, c'est une des principales causes ou c'est une des principales façons qui mènent au diagnostic, c'est que les gens se présentent d'abord par un problème de fertilité. Puis après ça, on découvre qu'ils n'ont pas des menstruations régulières. On fait des bilans, on fait des investigations, une histoire, un examen physique, puis là, on les met dans cette panier de syndrome. Donc, premier critère, c'est soit pas de saignement ou des saignements tout croche, prolongés. Deuxième critère, c'est de l'hyperandrogénisme, donc des hormones masculines trop élevées. Ça peut être soit clinique ou paraclinique. Donc, clinique, c'est à l'examen physique. Donc, comme tu l'as dit, c'est une pilosité, entre guillemets, excessive pour le genre assigné, avec une distribution, entre guillemets, plus masculine. Donc, ça va être la moustache, les favoris, la barbe, au niveau de la poitrine, de la ligne blanche, donc la ligne au niveau de l'abdomen. L'intérieur des cuisses, c'est plus distribution, entre guillemets, masculine, androgénique. Et des choses comme de l'acné. Puis après ça, s'il y a un hyperandrogénisme très, très sévère, on peut avoir des choses comme l'hypertrophie du clitoris, la mue de la voix, de l'alopécie, fait qu'un manque de pilosité au niveau du vertex de la tête. Mais ça, c'est très, très rare dans un SOPK. Souvent, c'est plus comme soit une prise externe d'androgène ou comme des tumeurs productrices d'androgène qui vont amener des niveaux nécessaires pour avoir ces effets-là. Donc, on dit clinique. Paraclinique, c'est avec des tests de sang. Fait qu'on teste la testostérone totale, la testostérone libre, la dihydroépiandrostendione, DHEA, qui sont les principales hormones dans la catégorie des androgènes. Ensuite, le troisième critère, c'est au niveau de l'échographie. Souvent, transvaginal, c'est plus sensible et spécifique que transabdominal, qu'on voit des ovaires polykystiques. Donc, on voit des ovaires, le terme classique, c'est avec un collier de perles, fait qu'on voit l'ovaire avec comme plein de bulles autour. Donc, dans le processus là, de comme germination, là, d'ovulation, c'est des poches qui se sont arrêtées en développement. Donc, c'est des ovules qui ont été choisis, qui ont été sélectionnés, qui ont maturé, puis juste avant d'être relâchés, ils ont arrêté leur développement parce qu'ils n'ont pas pu ovuler. Puis là, ils s'accumulent. Donc là, on a plein de, entre guillemets, kystes. C'est pas des kystes, mais c'est un abus de langage. Parce qu'à l'échographie, ça a l'air de kystes parce que c'est juste des bulles pleines de fluide. Donc ça, c'est les 3 critères diagnostiques. De ce qui est de la physiopathologie, il y a 2 composantes principales. Donc, le premier, c'est le dysfonctionnement de l'axe hypophyso-hypothalamo-ovarien. Donc, avec le GnRH, qui est l'hormone au niveau de l'hypothalamus, qui, de façon pulsatile, va stimuler l'hormone folliculostimulante et lutéinisante au niveau de l'hypophyse, qui, elle, va ensuite stimuler la production
d'estrogène et de progestérone au niveau des ovaires. Puis de façon cyclique, ça va réguler le cycle menstruel. Puis aussi la sélection des ovules pour les faire maturer, puis choisir le meilleur, puis le faire ovuler. Donc, il y a une dysfonction au niveau vraiment des récepteurs dans les ovaires. Puis, il y a aussi une composante d'intolérance à l'insuline, donc d'hyperinsulinisme, qui, elle aussi, via des effets comme par exemple, ça va augmenter le ratio LH-FSH, puis ça va aussi augmenter la quantité de globuline liante des hormones sexuelles. Donc, on va avoir moins d'estrogène pour de progestérone dans le sang, on va avoir plus de testostérone, puis ça va augmenter les effets délétères parce que la testostérone a un effet de rétroinhibition sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, si tu as trop de testostérone, après ça, ton corps est comme « Oh mon Dieu, il faut qu'on arrête de produire la testostérone, il faut qu'on produise plus d'estrogène. » Donc là, il va essayer d'envoyer le message pour en produire plus, mais ça va juste être délétère parce que tes ovaires ils sont juste comme dysfonctionnels. Fait que ça, c'est plus comme la partie physiopatho/diagnostic. Fait qu'il y a vraiment les deux composantes principales, c'est la dysfonction du cycle menstruel, puis une composante plus métabolique de surpoids, prise de poids, intolérance à l'insuline. Puis c'est pas toutes les personnes qui ont un SOPK qui vont avoir un poids excessif, mais la majorité, oui. Donc là, après ça, pour ce qui est des traitements, il y a plusieurs modalités de traitement. La première chose, c'est qu'il faut savoir est-ce que la personne essaie de tomber enceinte ou non. Parce que ça nous enlève plein d'options. Puis on va aller vraiment plus vers la gestion du poids de façon comme agressive, la gestion du poids. Sinon, on a par exemple, la metformine va aider avec la régulation du métabolisme de l'insuline. On va remarquer que juste ça, avec une perte de poids adéquate, va rétablir le cycle menstruel. Puis sinon, comme tu l'as bien dit, la maladie, le syndrome des ovaires polykystiques, ça te met à risque plus élevé d'avoir un cancer d'endomètre. Puis ça, c'est à cause que tu as une exposition, entre guillemets, non opposée à l'estrogène. Donc, l'estrogène, la façon dont moi j'aime y penser, c'est une hormone qui aura proliféré tes cellules qui servent à devenir maman. Fait qu'il va faire proliférer ton endomètre pour comme, faire un gros beau coussin pour que l'ovule fécondé vienne se déposer puis ensuite créer l'embryon. Ça va faire proliférer le tissu mammaire, donc les glandes mammaires pour préparer la production du lait. Puis plein d'autres effets aussi là, pendant la grossesse. Puis la progestérone a un effet plus de stabilisation. Donc la progestérone va venir stabiliser, conserver ton endomètre. Puis c'est ensuite, une fois que l'ovule est peu fécondé, ton corps n'est pas normal, ton corps te punit avec une baisse rapide de progestérone. Donc l'endomètre se dégrade, puis ce qui fait qu'il y a un saignement menstruel. Donc pourquoi est-ce que j'explique ça? C'est parce que justement, la prise de pilules contraceptives qu'on utilise ici en intention secondaire pour réguler le cycle, c'est pour te faire saigner à chaque mois. Parce que si tu passes plus que 3 mois sans saignement, donc plus que 3 à 4 mois sans saignement, là, tu es plus à risque d'avoir un cancer. Parce que dans le fond, les cellules restent proliférées, puis c'est pas bien d'avoir les mêmes cellules-là tout le temps qui sont censées être shedded, qui sont censées être comme coupées à chaque mois. Donc, c'est pas physiologique d'avoir ces cellules-là qui continuent à se proliférer, puis la nature, faisant les choses, fait en sorte que t'es plus à risque qu'une de ces cellules-là devienne anormale, puis après ça, devienne cancéreuse. Donc ça, en bref, c'est ça le syndrome des ovaires polykystiques. Fait que c'est vraiment, ça dépend, tu sais, est-ce que tu veux tomber enceinte? Ensuite, c'est la gestion du poids, la metformine pour plus comme l'aspect de l'insuline, puis ensuite pour l'aspect plus ovulatoire, c'est avec les contraceptifs. Puis si tu veux tomber enceinte, là, on peut faire d'autres choses en clinique de fertilité, là, comme te donner des agonistes de GnRH pour essayer de stimuler l'ovulation, puis tout ça. Fait que ça, c'est in a little nutshell. Est-ce que ça a du sens pour toi? Oui, ça a beaucoup de sens. J'allais aussi rajouter quelque chose que dans le fond, j'ai beaucoup lu là-dessus, là, puis j'ai présenté là-dessus un petit peu. C'est que je crois, dans le fond, ce que j'ai lu là-dessus, c'est que toutes les femmes, personnes avec des utérus en fait, qui atteignent un certain surpoids
à un certain niveau d'obésité, dans le fond, il y a un risque de cesser l'ovulation. Parce que dans le fond, avec un gros surpoids, il y a quand même une interaction entre le système d'insuline et le système d'hormones sexuelles. Puis ce que ça peut faire chez ces femmes-là, c'est quand même une augmentation de la testostérone, inhibition de l'ovulation, hirsutisme, alopécie. C'est juste que chez les femmes avec PCOS, ou comme tu te dis SOPK, ça arrive avec vraiment un plus bas seuil. Donc la personne n'a pas besoin d'être obèse ou très en surpoids pour que ça arrive. Ça peut arriver à comme... Moi, j'avais un BMI de peut-être, je sais pas, j'avais peut-être 24. C'est même pas sur un surpoids, mais c'est arrivé. Déjà que les femmes ont déjà un pourcentage de gras corporel plus que les hommes, puis une distribution différente aussi. Donc, déjà, cette conversion périphérique-là de l'insuline est déjà plus élevée chez les femmes. Fait que c'est pas étonnant que justement le seuil, comme tu dis, est plus bas. Ça veut dire que pour être fertile, pour ovuler normalement, ils doivent vraiment réduire leur poids. Comme par exemple, ma sœur et ma mère ont dû vraiment perdre du poids pour tomber enceinte. Puis elles ont dû aussi commencer la metformine pour pouvoir réguler leur cycle puis commencer à ovuler, en fait. Parce que je pense que comme même en étant minces, elles avaient un excès d'insuline puis une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que leurs cellules ne répondaient pas assez au message de l'insuline qui, dans le fond, l'insuline, normalement, ça pousse aux cellules d'absorber, de prendre de la glucose et de l'utiliser, l'emmagasiner. Mais si on a une résistance à l'insuline, ben ça prend beaucoup d'insuline pour comme ouvrir les portes des cellules. Donc, ça va affecter plusieurs autres tissus. Donc, c'est ça. C'est fascinant, hein? Ouais, vraiment. C'est fascinant. C'est vraiment cool. Fait que là, on était rendu dans ton histoire, parce que là, c'est ça. Fait que là, t'as vu l'endocrino. Ouais, c'est ça. Il t'a diagnostiqué un SOPK. C'est ça. Là, il t'a dit, faut que tu perdes du poids. Ouais. Comme les médecins tu peux pas rentrer en médecine. C'est ça. T'es pas assez stable pour être médecin. Qu'est-ce qui s'est passé après dans ta vie? Ben, finalement, j'avais trouvé que mon expérience en psychologie, en CBT, était tellement spéciale que je voulais étudier le cerveau, l'esprit. Là, je voulais étudier comme l'effet placebo. Fait que j'ai commencé une maîtrise en psychologie. J'ai travaillé sur la douleur. C'était vraiment le fun. C'est vraiment intéressant. Puis, au fil du temps, j'ai comme reflété beaucoup sur mon expérience en CBT. Puis, je me suis dit, genre, j'aimerais ça comme voir des clients, là, des clients ou des patients pour donner de la thérapie. À ce moment-là, mon PCOS était comme correct. C'est-à-dire que je pense que j'avais mes règles à tous les 3 ou 4 mois. Mais j'avais pas vraiment de... Je veux dire, j'avais du poil sur le corps, mais je suis libanaise. C'est normal. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des traitements au laser. Ouais. C'est ça qu'on fait. Puis on tolère. Puis finalement, je suis rentrée en médecine parce que je voulais étudier la santé mentale et je réussissais pas à rentrer en psychologie clinique. Tout ça pour dire que je suis rentrée en médecine. Puis c'est à ce moment-là que j'ai appris, dans le fond, que mes expériences de, entre guillemets, panic attack dans le passé, c'était vraiment des migraines. C'était lors d'un cours de neurologie. Ah ouais. Où le neurologue, dans le fond, décrivait des différents types de migraines. Puis je me disais, ben coudonc, ça ressemble beaucoup à mon expérience. Puis j'avais beaucoup reflété, dans le fond, sur... J'avais comme enfin appris c'était quoi une attaque de panique. Fait qu'une attaque de panique, comme par définition, c'est censé être une expérience qui dure entre 5 et genre 15 minutes. C'est vraiment pas long. Où la personne a très soudainement et de façon très aiguë une augmentation intense d'une sensation de peur, souvent accompagnée d'une impression qu'une peur de mourir, une sensation de perte de contrôle, une peur de devenir fou. Il y a souvent, of doom. Exactement, sense of doom. Il y a souvent des symptômes qu'on dit noradrénergiques, c'est-à-dire relevant de l'adrénaline. Souvent, il y a comme des tremblements de la main, transpiration, des engourdissements dans les doigts qui viennent, dans le fond. Ça vient de l'hyperventilation. Ça alcalinise le sang. Ça a un effet, dans le fond, sur le fonctionnement des nerfs.
Anyways, fait qu'il y a plusieurs... C'est comme un plein de choses, dans le fond, qui arrivent dans une attaque de panique. Puis moi, j'avais pas ça. Moi, j'avais comme plein d'autres choses de plus, puis ça durait des heures. C'était comme pas normal, dans le fond, que j'aie des symptômes de stroke durant chaque attaque de panique. Là, je trouvais ça bizarre. Fait qu'un jour, je suis allée voir le neurologue qui donnait le cours. Le prof, on était quand même assez... Tu sais, il m'aimait, là. Moi, je suis quelqu'un quand même qui est un petit peu people pleaser, par contre. Donc, c'est un peu normal. Je suis quelqu'un qui... En tout cas, ça, c'est autre chose. Mais je suis allée le voir, puis j'ai décrit mon expérience en détail, puis il m'a dit, OK, non, c'est clairement des migraines, ça. Il m'a dit en anglais « accompanied migraines ». Dans le fond, c'est comme des migraines avec composantes neurologiques qui ressemblent à des strokes, à des ACV. Puis la prochaine fois, en fait, comme par coïncidence, une semaine plus tard, j'avais fait une migraine, puis effectivement, j'ai comme identifié tous les symptômes, puis c'était tellement un eureka. Ouais. Je suis allée voir mon copain à ce moment-là. Je comprends qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, je suis en train d'avoir une migraine. Puis il était comme, mais là, pourquoi t'as l'air enthousiaste? Pourquoi t'as l'air contente? Mais j'ai dit, mais enfin, ça fait des années, ça fait 10 ans que je vis ces maudits problèmes-là. Mais c'est des migraines, finalement. Ouais. Fait que je me suis comme permis de faire, you know what, je vais arrêter d'étudier, je vais arrêter de travailler. Je vais prendre des médicaments. Je vais traiter des migraines. Fait que j'ai pris des médicaments, je me suis couchée. Ça a duré vraiment longtemps, c'est vraiment désagréable. Mais enfin, j'avais comme une certaine confirmation, puis ça m'a comme fâchée parce que j'ai réalisé à quel point... Je sais qu'on en parle souvent, là, mais les femmes qui paraissent anxieuses, qui se présentent chez le médecin, j'ai l'impression que souvent, elles se sentent pas prises au sérieux. Elles se sentent traitées dans le fond, OK, ton petit symptôme, là, c'est probablement de l'anxiété. C'est hystérique. Exactement. Ça vient de l'hystérie, ça vient de la perception de la femme comme étant comme fragile, qu'on a des symptômes. Ouais. Oui, puis c'est vraiment chiant parce que c'est arrivé à beaucoup de mes amis de plusieurs différentes façons. Fait que je me suis sentie vraiment fâchée parce que, en passant, comme tu le sais, Diego, la pilule contraceptive, c'est contre-indiqué quand on a des migraines avec aura. Parce que ça augmente vraiment le risque de caillot. Oui. Parce que les migraines avec aura tout seul augmente le risque de caillou, de ACV. Fait que là... Justement, j'ai quelqu'un d'autre de mon podcast. Là, c'est comme le multiverse des podcasts. Ah là. oui? J'ai un autre invité qui a fait un AVC parce qu'il a fait un caillou puis il a un PFO. Oui, patent foraminal. Ouais. On parle pas assez souvent des effets des médicaments qu'on prend. Je sais pas, en tout cas. Après mon expérience avec la pilule contraceptive, c'est pas que je crois pas à ce médicament-là. Je sais que c'est essentiel pour certaines personnes, puis c'est toujours plus sécuritaire de prendre la pilule que de, mettons, tomber enceinte, puis ne pas vouloir la grossesse, puis là, il faut qu'on deal avec ça. Tu sais, la grossesse aussi est associée avec des... Absolument, absolument. Mais je pense que c'est très important qu'on valide le fait que il y a, tu sais, dans un monde parfait où est-ce qu'on a cette conversation éclairée des risques et bénéfices potentiels avec chaque patient, il y a des patients pour qui ça va être magique, là. Tu sais, que comme ces médicaments-là vont vraiment, vraiment faire. Puis, il y a des patients pour qui ça va être l'enfer, puis ces médicaments ne feront pas. Mais ça veut pas dire que les médicaments comme tels n'ont pas place d'exister. Absolument. T'sais, fait que je pense que toi, tu rentres plus dans la catégorie que, justement, les contraceptifs oraux, pour toi, ça ne fait pas. Puis tu as essayé plusieurs, puis tu as remarqué que, justement, ça fait juste augmenter ton anxiété. Puis de toute façon, c'est contre-indiqué parce que tu fais des migraines avec aura. Mais je suis 100% d'accord avec toi que, comme communauté médicale, on doit s'efforcer, malgré comme que le système est vraiment contre nous pour ça, de prendre le temps puis de trouver des façons comme... C'est parce que ça prend tellement de temps, OK? Oui, je sais. Comme expliquer... Ça, c'est comme moi qui est frustré en ce moment. De comme quelqu'un qui n'a aucune littératie en santé, puis juste commencer à expliquer un concept comme ça augmente le risque de caillou, mais sans que ça devienne comme catastrophique. Parce que toi, dans ta tête de médecin, tu sais que c'est un risque acceptable pour la personne moyenne. Oui. Fait que tu essaies de comme présenter comme ah oui, fait que les études démontrent que oui, c'est 2 fois plus, mais dans l'absolu, c'est pas tant que ça, puis c'est beaucoup moins que si t'étais enceinte, nan. Mais tu sais, juste savoir, puis après ça, de comme, les gens sont comme, ok, mais c'est quoi un caillou dans une jambe? C'est quoi, ça veut dire quoi? C'est quoi l'impact sur une vie? C'est quoi les conséquences potentielles? Tu sais, c'est tellement des affaires que comme, moi, je sais que moi, je sais.
Oui, puis De quoi je parle? t'as pas très, très, très longtemps avec le patient. Mais dans un rendez-vous de 15 minutes où est-ce qu'on C'est ça. parle de 6 problèmes différents, puis un des 6 problèmes, c'est la contraception, puis déjà qu'il y a comme 20 choix de contraception, puis la personne est juste comme non, moi je veux la pilule parce que ma meilleure amie prend la pilule. Ouais. Tu sais, il faut juste souligner, il faut rappeler à quel point c'est impossible Non, c'est de vrai. le faire. C'est vrai. Puis c'est impossible de capturer l'expérience de tous les patients. Comme, Ouais. I guess, je pense un peu à mon expérience aux urgences quand j'avais 17 ans. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai un sentiment, peut-être moins aujourd'hui, là, mais quand j'ai réalisé que c'était des migraines, à ce moment-là, j'avais vraiment un sentiment de frustration. Je me disais, Colin, tu sais, les médecins ils croient jamais les femmes, blablabla. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'avais l'air... j'étais anxieuse, effectivement. Fait que j'avais ça. Puis peut-être que j'avais pas assez de symptômes pour vraiment comme que ça ait l'air d'une migraine. Mhm. Puis peut-être que ma famille a dit au médecin, ouais, elle est super anxieuse en ce moment. Fait que peut-être que ça l'était. Puis effectivement, j'ai même remarqué plus tard qu'un des triggers pour mes migraines, c'est de l'anxiété intense, c'est déclencheur. C'est l'anxiété intense. Donc, je peux pas comme retourner en arrière puis blâmer ce médecin-là qui avait comme manqué la migraine. Ils ont... Probablement, je l'aurais manqué aussi, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça avait été moi avec une jeune de 17 ans qui se présente, qui a comme la veille assez jusqu'à avec ses amis, puis là, elle présente des symptômes vraiment bizarres. Ça, que, tu sais, j'aurais fait un examen neuro qui a du sens pour s'assurer que c'est pas un vrai AVC. C'est Mais ça. après ça, le plus probable, ça reste quand même quelque chose de psychosomatique. C'est vrai. Comme, les médecins ne peuvent pas passer. Le problème, c'est combien de temps et d'efforts est-ce que quelqu'un doit passer avec un patient pour comme être assez bon pourcentage de certitude pour avoir un diagnostic. On va jamais arriver à 100%, c'est toujours une approximation. Oui, mais c'est plus aussi comme, puis là on parle pour parler, puis c'est un exercice de pensée, mais tu sais comme, qu'est-ce que ça aurait pris pour que le médecin dise oui, c'est une migraine? Tu sais, si tu te présentais pas avec comme une douleur pulsatile, unilatérale, tu sais, tu présentais plein de symptômes un peu dissociés, neurologiques-ish, psychiatriques, qui sonnaient vraiment pas comme une migraine comme top diagnostic différentiel. Ouais. Fait en tout cas, oui, c'est important, puis je pense que c'est vraiment une discussion de fun qu'on a parce que c'est très nuancé. C'est important de valider que comme oui, ça a pris comme 10 ans pour qu'on diagnostique quelque chose que en 3 secondes, quand tu as parlé à un neurologue qui était ton prof, il t'a dit comme ben oui, c'est pas ça. Là. Une attaque de panique, ça ne dure pas 8 heures. Puis ça prenait pas un neurologue pour te le dire. Ben, en fait, ça m'a pris un neurologue. Mais ça aurait pas dû c'est ça. Ça aurait pas dû te prendre un neurologue pour te dire hey, une attaque de panique qui dure 8 heures, c'est pas une attaque de panique. C'est probablement quelque chose d'autre. Mais c'est aussi important, c'est important de valider ça, puis tes émotions de frustration puis d'injustice, parce que oui, c'est enraciné dans de la vraie misogynie et sexisme historique en médecine. Mais c'est aussi important de valider que en médecine, on travaille dans un cadre de possibilités puis et de probabilités. Puis on a des contraintes de temps avec chaque patient, puis on a des contraintes d'efficacité. Si je suis capable d'éliminer des choses dangereuses, l'urgence, c'est pas la place pour avoir un diagnostic définitif. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment comme, c'est quoi qui va tuer mon patient, puis éliminer ces choses-là de la liste. C'est un peu différent de... Ouais, c'est effectivement...